étudiants qui ne peuvent pas forcément participer aujourd'hui pourront revisionner cette vidéo pendant le premier semestre. Et puis, hop, voilà, l'enregistrement est parti. Merci beaucoup de nous rejoindre. Tu veux enchaîner du coup? Okay. Et je vous laisse prendre la main si vous êtes prêts, prêtes. Bon, nous, c'est bon, on est prêts. Super, bah, allez-y. Bonjour à tous. Déjà, donc, nous, on est là pour vous présenter l'assurance maladie, votre affiliation sur le site étudiant-étranger.amélie.fr. On va aborder le sujet aussi du médecin traitant, de la carte vitale, de la complémentaire santé solidaire et après, vous aurez une autre présentation de la mission accompagnement santé. Du coup, il y a un diapo là. Vous pouvez afficher le diaporama du coup qui puisse suivre. Je l'entends pas. J'ai fait un message. De votre côté, ça fonctionne pas pour afficher votre diapo, c'est ça? Je vais m'en occuper, vous inquiétez pas. Hop. C'est bon? Elle a dit qu'elle s'y occupait. Ok. Alors, comic, PowerPoint, c'est pas mal. Ça charge. Super. Hop. Donc ça, c'est comme je vous avais dit, ce qu'on allait vous présenter. Donc l'affiliation à l'assurance maladie. Donc la règle de base, c'est toute personne qui travaille ou réside en France, donc de manière stable et régulière, devient assurée sociale et bénéficie de la prise en charge de ses frais de santé pour la part obligatoire. Donc la part obligatoire, on vous expliquera tout à l'heure en quoi ça consiste exactement. Donc par rapport au site étudiant-étranger.amélie.fr, qui doit s'inscrire sur le site? Donc c'est tous les nouveaux étudiants étrangers internationaux qui n'ont pas encore de numéro de sécurité sociale définitif, que vous soyez de nationalité française ou étrangère, dans tous les cas, vous devez vous inscrire sur ce site. Donc, il y a 3 conditions pour pouvoir s'inscrire sur le site. C'est disposer d'une inscription définitive dans un établissement d'enseignement français. Vous devez être présent sur le territoire français et posséder un titre ou un document de séjour qui justifie la régularité de votre séjour. Donc, il y a des exceptions à l'inscription sur le site. Donc, les personnes qui ne doivent pas s'inscrire sur le site, puisqu'il y a des conventions et des accords signés avec ces pays-là, c'est les étudiants québécois, andorrans et monégasques, les étudiants qui détiennent une carte européenne d'assurance maladie, les étudiants qui ont un parent fonctionnaire international ou membre d'une organisation internationale, les étudiants salariés et les demandeurs d'asile étudiants. Donc, dans ces cas-là, vous devez directement vous présenter auprès de la CPAM d'Indre-et-Loire pour vous inscrire. Donc, ce sera une affiliation qu'on peut dire classique. Donc, vous ne passez pas par le site si vous êtes dans une de ces situations-là. Donc ensuite, le site internet étudiant-étranger.amélie.fr. Donc, ça se présente comme ça. En fait, vous arrivez sur le site pour pouvoir vous inscrire sur le site et obtenir au moins dans un premier temps un numéro provisoire. Vous devez disposer de 3 pièces. Donc, votre attestation d'inscription pour l'année universitaire en cours, un justificatif d'identité et un visa étudiant pour les personnes qui sont hors Union européenne, espace économique européen ou suisse. Donc, si vous n'avez pas ces 3 documents-là, vous ne pourrez pas obtenir de numéro provisoire. Donc, ces 3 documents-là sont obligatoires pour l'inscription. Ensuite, vous avez 3 autres documents donc, qui ne sont pas obligatoires pour votre inscription, mais dont on aura besoin pour vous faire obtenir un numéro définitif à la sécurité sociale. Ce numéro définitif vous permet notamment d'obtenir une carte vitale. Donc, les pièces pour pouvoir obtenir ce numéro définitif que vous pouvez déposer par la suite après votre inscription, c'est un justificatif d'état civil, donc acte de naissance avec traduction. En fonction de votre situation, de toute façon, vous aurez le détail de la pièce à fournir, un titre de séjour et un RIB. Donc, si vous ne déposez pas de RIB, vous ne pourrez pas être remboursé des soins que vous avancez.
Voilà, donc ça, c'est les pièces obligatoires pour pouvoir vous inscrire, donc les trois premiers documents. Donc, une fois que vous avez passé cette étape-là, vous validez comme quoi vous avez bien ces documents-là. Donc, vous cochez la petite case en bas et vous validez. Et vous arrivez sur cette page-là, donc la page « Je m'identifie ». Donc là, vous rentrez toutes vos informations. Alors, faites bien attention, surtout aux intitulés, puisqu'on vous demande notamment votre nationalité et votre pays de naissance, qui peuvent être différents, et le pays de provenance. Le pays de provenance, c'est le dernier pays dans lequel vous avez habité. Ce n'est pas le pays où vous êtes né, c'est le dernier pays dans lequel vous avez habité. Ensuite, on vous demande de choisir la date de début de vos droits à l'assurance maladie. La date de début de vos droits, elle commence quand vous avez rempli les 3 premières conditions, c'est-à-dire être présent sur le territoire français, avoir votre attestation d'inscription à l'université, et disposer d'un document de séjour qui justifie la régularité de votre séjour en France. Donc, une fois que vous vous êtes identifié, vous passez donc, à l'étape d'identification des coordonnées. Donc là, il nous faut une adresse en France pour qu'on puisse vous envoyer des courriers ou pouvoir communiquer avec vous. Et on vous demande ensuite de rentrer votre adresse mail et votre numéro de téléphone. Faites attention qu'il n'y ait surtout pas d'erreur au niveau de votre numéro de téléphone. C'est beaucoup plus facile pour vous joindre. Au niveau de l'adresse mail n'est pas modifiable sur le site. C'est-à-dire que celle que vous enregistrez, il faut qu'elle soit valable tout le long de votre inscription. Tout le long où vous aurez besoin d'utiliser le site étudiant-étranger.amelie.fr, on utilisera cette adresse mail pour communiquer avec vous. Donc, faites attention à bien choisir une adresse mail où vous pouvez avoir, à laquelle vous avez accès rapidement. Donc, ensuite, une fois que vous avez passé cette étape-là, vous passez à l'étape du dépôt des documents. Donc, vous voyez, il y a les 3 premiers documents qu'on vous demandait, donc le visa étudiant, le justificatif d'identité et l'attestation d'inscription. Vous déposez ces 3 documents, ils sont traités dans notre service. Si jamais il y a un souci, de toute façon, on vous envoie un mail pour vous avertir que les documents fournis ne sont pas conformes ou quoi que ce soit, et vous avez la possibilité de revenir sur le site pour redéposer des nouveaux documents. Donc, une fois que vous avez déposé ces 3 premiers documents obligatoires à l'obtention de votre numéro provisoire, vous avez un petit récapitulatif qui reprend les informations que vous avez saisies. Donc, l'onglet « Je crée mon espace » avec votre nom, prénom, nationalité, votre adresse et vos informations de contact. Donc, vous vérifiez tout ça. Si pour vous, tout est bon, vous pouvez valider. Et donc là, votre espace est créé. On vous demande d'aller confirmer votre inscription via un lien qui vous est envoyé par mail sur l'adresse mail que vous avez saisie. Et ensuite, une fois que vous avez cliqué sur ce lien dans votre mail, on vous demande de créer votre mot de passe. Donc, vous créez votre mot de passe. Donc là, votre compte est finalisé. Ensuite, une fois que votre compte est finalisé, vous avez juste à accéder à votre compte. Une fois que vous êtes sur le site étudiant-étranger.amelie.fr, vous avez un onglet en haut à droite où il y a écrit « Je suis déjà inscrit ». Vous cliquez dessus et là, vous rentrerez votre adresse email et votre mot de passe pour pouvoir vous connecter. Donc, cet espace, il vous permet de déposer des pièces justificatives. Donc, notamment, si vous recevez un mail comme quoi les pièces ne sont pas conformes, c'est sur cet espace-là que vous pouvez redéposer vos pièces. Il vous sert aussi à déposer votre RIB pour pouvoir bénéficier de vos remboursements, votre titre de séjour, votre acte de naissance par la suite pour obtenir votre numéro définitif à la sécurité sociale. Donc, ça vous permet, comme je vous le disais, de renvoyer des pièces non conformes, de mettre à jour vos données personnelles. Si jamais vous changez d'adresse ou de numéro de téléphone, vous pouvez les modifier pour qu'on puisse vous joindre plus facilement. Et une fois que votre numéro provisoire a été créé, vous pouvez télécharger votre attestation de droit. Donc, lorsque votre numéro provisoire est créé, vous recevez un mail qui vous indique que vous pouvez vous rendre sur le site étudiant étranger pour télécharger vos attestations de droit. C'est ce que vous pouvez présenter au médecin. Donc, pour télécharger votre attestation de droit et télécharger aussi le Welcome Pack. Donc, c'est un pack qu'il faut télécharger sur votre ordinateur qui vous explique un petit peu toutes les procédures et toutes les pièces à nous fournir pour pouvoir avoir un dossier conforme. Voilà, donc ça, c'était l'étape du site étudiant étranger. Maintenant, je vais aborder le sujet du médecin traitant. Donc ça, c'est une fois que votre opération d'affiliation elle est faite, vous devez déclarer un médecin traitant, puisque, donc pourquoi et pour qui? Donc tout assuré doit déclarer un médecin traitant dès l'âge de 16 ans.
sinon vous ne serez pas remboursé correctement. C'est-à-dire que votre remboursement sera minoré puisque vous n'êtes pas passé par ce qu'on appelle le parcours de soins. Donc, en fait, le parcours de soins, c'est-à-dire que vous choisissez un médecin. Ce médecin, il assure les soins et la prévention. Et si jamais c'est nécessaire, il vous oriente vers d'autres professionnels de santé, par exemple les kinés ou des choses comme ça. Il faut une ordonnance de votre médecin avant, sinon vous serez moins bien remboursé. Comment faire pour déclarer votre médecin traitant? Donc, soit vous le faites, soit le médecin le fait directement en ligne lors d'une consultation, c'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe de tout. Sinon, vous avez la possibilité de lui faire remplir un papier, ce qu'on appelle la déclaration de choix de médecin traitant. Donc, soit le médecin en a déjà avec lui, soit vous pouvez la télécharger sur le site amélie.fr. Donc, vous faites remplir ce document par le médecin, vous le signez vous aussi et vous nous le retournez, qu'on puisse l'enregistrer dans votre dossier. Maintenant, on va aborder le sujet de la carte vitale. Alors, la carte vitale, en fait, c'est une carte qui contient tous les renseignements nécessaires au remboursement des frais de santé. Vous la présentez au médecin lorsque vous avez une consultation et le remboursement est effectué en 1 semaine sur votre RIB si vous nous l'avez fourni. Sinon, les sommes sont mises de côté. On vous envoie des courriers ou des mails pour vous demander le RIB. Donc, pensez surtout à déposer un RIB le plus tôt possible sur votre compte étudiant étranger. Ça vous évitera des retards de remboursement. Du coup, donc oui, cette carte vitale, si vous en avez, du coup, vous n'avez pas besoin de feuille de soins. Si vous n'avez pas de carte vitale, le médecin, quand vous y allez, il remplit une feuille de soins que vous devez nous faire parvenir par papier. Le remboursement est un peu plus long. Donc, le mieux est de pouvoir bénéficier de sa carte vitale au plus vite. Donc, ça, c'est possible si vous nous fournissez les documents nécessaires. Donc, puisque pour obtenir une carte vitale, il faut obligatoirement avoir un numéro de sécurité sociale définitif. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le numéro de sécurité sociale définitif, vous l'avez que lorsque vous nous avez fourni un titre de séjour et votre acte de naissance. Sans ces pièces-là, on ne peut pas vous créer de NIR définitif. La carte vitale, donc, elle est délivrée à tous les bénéficiaires de l'assurance maladie à partir de 16 ans. Elle atteste de l'immatriculation et des droits à l'assurance maladie et elle est valable partout en France. France métropolitaine et dom-tom. Maintenant, on va aborder le sujet de la complémentaire santé solidaire. Donc, la prise en charge de l'assurance maladie, elle ne couvre pas l'ensemble de vos dépenses de santé. Nous, on rembourse simplement la part obligatoire. Pour obtenir la prise en charge de la part, ce qu'on appelle complémentaire, c'est nécessaire d'adhérer à un organisme complémentaire, donc à une mutuelle. Donc ça, c'est un service payant. Cependant, en France, il existe un dispositif d'aide, donc justement la complémentaire santé solidaire. Donc la complémentaire santé solidaire, c'est une aide qui vous est accordée pour payer vos dépenses de santé et selon vos ressources, elle peut être gratuite ou participative. Donc ça, c'est étudié en fonction des ressources que vous allez nous déclarer. Les démarches, donc pour faire une demande de complémentaire santé solidaire, vous devez remplir le formulaire de demande de complémentaire santé solidaire. Sinon, le nom du formulaire, c'est le S3711. Vous avez la possibilité de faire la demande en ligne directement sur amélie.fr ou de télécharger le formulaire et de nous le faire parvenir en papier. Les ressources que vous devez déclarer dessus, donc déjà bien remplir les premières pages avec votre identité, numéro d'allocataire si vous avez, enfin voilà, bien toutes les informations. Vous devez nous déclarer donc les bourses universitaires que vous percevez, qu'elles soient françaises ou étrangères, tous les salaires que vous avez perçus sur les 12 derniers mois à partir de votre demande. Donc, si vous faites une demande en septembre 2021, vous devez nous déclarer les revenus que vous avez perçus de septembre 2020 jusqu'à août 2021. Et si jamais vous n'avez eu aucune ressource, vous nous faites une attestation écrite, une attestation sur l'honneur de non-ressources. La complémentaire santé solidaire, donc, elle permet de ne pas avancer les frais. Vous présenterez simplement votre carte vitale ou votre attestation de droit où c'est inscrit que vous êtes bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire. Donc, vous n'avancez pas les frais de santé et vous ne subissez pas de dépassement de tarifs, sauf exigence particulière de votre part auprès d'un professionnel de santé. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à mes collègues qui vont vous présenter la mission accompagnement santé. Merci. Bonjour, je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Alors, je me présente Delphine, je fais partie donc du service Mission Accompagnement Santé. Ce service existe dans toutes les CPAM de métropole
et il vise à vous accompagner dans certaines démarches, notamment dans tout ce qui est accès au droit, recherche de médecins traitants par exemple, adhésion à la complémentaire santé solidaire, avoir une nouvelle carte vitale. Si vous rencontrez donc des difficultés pour toutes ces démarches, sachez que vous pouvez faire appel à la mission accompagnement santé. Nous sommes également là pour faire un accompagnement concernant le renoncement et les difficultés à l'accès aux soins. Par exemple, la difficulté pour trouver un rendez-vous chez un professionnel de santé, analyser un devis de soins ou financer des soins via une demande d'aide financière. On peut être là pour vous accompagner. Notre but étant que vos dossiers soient complets, à jour dans les droits et que vous puissiez faire vos soins. Nous sommes là également pour vous accompagner au niveau de la fragilité face au numérique. Donc, vous apprendre à vous servir d'Amélie.fr si vous retrouvez des difficultés, prendre des rendez-vous en ligne avec Doctolib ou d'autres plateformes de rendez-vous. Et nous pouvons également vous aider à la prise de rendez-vous pour la vaccination et vous fixer des rendez-vous dans les différents centres de vaccination qu'il existe dans le département. Je vais passer maintenant la parole à ma collègue pour faire la suite de la présentation. Bonjour, vous m'entendez? Alors, du coup, je vais récapituler ce qu'a dit Delphine. Donc, je suis Virna, l'autre personne du service. Alors, si vous désirez être accompagné en cas de difficulté pour vous soigner, concrètement, comment se passe un accompagnement? Vous faites appel au service par plusieurs biais qu'on va vous présenter après. Nous, dans un premier temps, on va vous recontacter. On va analyser avec vous tous vos droits, savoir si tout est à jour, si vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir bénéficier au mieux de votre couverture. On va faire ce qu'on appelle un accompagnement administratif. Ensuite, on va voir avec vous quel est l'accompagnement en question, quel est le soin qui vous pose problème ou quelle est la démarche qui vous pose problème pour que vous puissiez accéder à ce dont vous avez besoin. Dans ce cas-là, on va vraiment vous expliquer ce qu'il faut faire, voir si vous pouvez le faire seul, si vous désirez qu'on le fasse avec vous et voir au mieux votre autonomie par rapport à ça. Et puis, on va essayer, évidemment, dans le meilleur des cas, de trouver la solution la plus adaptée à votre problème. On va également vous parler de tout ce qui se passe au niveau de la prévention, puisque ici, nous avons quand même des soins qui sont pris en charge à 100% pour certaines formes de prévention, comme les dents, les dépistages, ce genre de choses. Et puis, on va peut-être aussi vous orienter vers des partenaires qui pourront vous faire, par exemple, des bilans de santé complets pour savoir si vous avez besoin d'autre chose que les soins que vous avez à votre connaissance. Le but de cette démarche, c'est que vous puissiez avoir les bons réflexes et les bonnes démarches seuls, pour que si jamais vous avez un autre soin qui se présente à vous dans l'année, vous puissiez savoir seul et tout de suite comment faire pour pouvoir prendre votre rendez-vous, s'occuper des démarches qui vont suivre le rendez-vous et puis après vous faire rembourser ce qui vous revient. Vous avez donc plusieurs moyens de faire appel au service. Alors, pour nous contacter, on vous a mis dans ce petit diaporama une adresse mail que vous pouvez utiliser vous-même directement. Sur cette adresse mail, on va vous demander des points indispensables pour nous, puisqu'il faut qu'on connaisse un petit peu quand même votre situation avant de vous recontacter. Donc, on a besoin évidemment de votre nom, prénom, date de naissance. Et si vous avez déjà un numéro de sécurité sociale à votre connaissance, que vous savez à quoi ça correspond, il faudrait nous l'indiquer également. Bien sûr, comme on va vous joindre par téléphone en priorité, puisque c'est plus simple, vous nous mettez un numéro de téléphone que vous avez ici et qui peut être utilisé. Mais si vous avez des difficultés avec le téléphone, on vous recontactera dans un premier temps par mail. Mais sachant que par téléphone, c'est quand même beaucoup plus simple pour qu'on puisse discuter ensemble exactement du sujet. Et puis, dans votre mail, il faudrait que vous nous mettiez brièvement de quoi il s'agit. J'ai besoin d'un rendez-vous, j'ai besoin de savoir comment prendre une mutuelle, je n'y arrive pas, ce genre de choses. Si jamais vous avez besoin de parler par téléphone, puisque par mail, ça pose une difficulté, vous pouvez quand même appeler le 3646, cette plateforme téléphonique va nous transmettre votre demande et nous, on vous recontactera par la suite. Et puis, vraiment, si vous n'avez pas de moyen ni de téléphoner, ni de faire un mail parce que c'est urgent, par exemple, vous pouvez également passer à notre accueil et nos agents d'accueil nous transmettront votre demande. Voilà pour ma partie. Voilà, suite des présentations, est-ce que vous avez des questions?
Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, oui, merci pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre directement dans le chat. Je vois que Jean-Marc Kwame avait une question. N'hésitez pas à écrire directement dans le chat. Ça évite les problèmes de micro. J'en profite pour poser des questions qui sont récurrentes avec mes étudiants en attendant qu'on ait les questions en direct. Combien de temps, à partir du moment où on a envoyé toutes les informations à la CPAM, évidemment, dont les informations complémentaires, combien de temps on peut attendre avant d'avoir un numéro de sécu définitif et une carte vitale? En moyenne, alors le numéro provisoire, c'est sous une dizaine de jours à peu près, le temps que toutes les informations, les pièces puissent être traitées. Après, le numéro définitif, tout dépend si les pièces qu'il nous donne sont bien conformes, le titre de séjour est valable et l'acte de naissance à la bonne traduction faite par un traducteur assermenté en France. Une fois qu'on a toutes ces pièces-là, on peut compter une bonne quinzaine de jours, je pense, le temps que le numéro définitif soit attribué. Après, ça part en production de carte vitale. Donc, la carte vitale, le temps de la création, le temps que la personne reçoive le formulaire, qui colle sa photo, tout ça, on peut tabler sur à peu près 3 semaines de fabrication. En moyenne, c'est les temps de fabrication de carte vitale. D'accord. Et rapidement, bien. C'est à partir du moment où on a les pièces, on compte à peu près un délai de 3 semaines. D'accord. Et donc, le numéro définitif suffit pour avoir accès à toutes les prestations de la CPAM? Il n'y a pas forcément besoin d'avoir la carte vitale en elle-même? Non, 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 pas du tout. De toute façon, à partir du moment où la personne a un numéro provisoire, ça lui permet déjà d'accéder aux mêmes droits qu'une personne qui a un numéro définitif. Seulement, la personne ne peut pas disposer d'une carte vitale, mais sans ça, la personne peut bénéficier. Elle a une attestation de droit, elle présente ça au médecin, elle a ses remboursements normaux. Elle peut faire sa demande de complémentaire santé solidaire, même avec son numéro provisoire. Ça, c'est pas un problème. Et donc, notamment, la vaccination Covid est possible avec simplement le numéro provisoire? Oui. Ok. Je rappelle juste aux étudiants, du coup, le contexte. Donc, n'hésitez pas, vous n'avez pas besoin, en fait, d'attendre donc d'avoir le numéro définitif et votre carte vitale pour vous faire vacciner si vous souhaitez le faire. Vraiment, vous pouvez le faire dès l'attestation provisoire. J'avais une question aussi, vous parliez de RIB tout à l'heure, du coup pour les étudiants internationaux. Est-ce que vous pouvez préciser si le RIB doit être français ou européen, ou est-ce que d'autres RIB fonctionnent? Alors, le RIB, dans l'idéal, s'il est français, c'est mieux parce que nous, ça nous permet de le saisir tout de suite. Il n'y a pas besoin, alors que si c'est un RIB étranger, on est obligé de passer par notre service de comptabilité qui doit le vérifier, le contrôler. Donc, le processus est un peu plus long. Après, si c'est le seul RIB dont il dispose, on fera le contrôle et on l'enregistrera par la suite. Mais l'idéal, c'est vrai que c'est un RIB français. Comme ça, nous, on le saisit tout de suite. Il n'y a pas d'étude derrière. D'accord, mais ça fonctionne quand même pour les étudiants qui potentiellement n'ont pas accès à des banques françaises? Oui, exactement. Oui, ça fonctionne. Je vais juste répondre parce que je vois qu'il y a une question. Ouais. J'aimerais savoir avec CPAM et la complémentaire santé. Alors oui, la personne avec une complémentaire santé solidaire, vous êtes remboursé complètement s'il n'y a pas d'exigence particulière de l'assuré. Par exemple, s'il y a un soin qui n'est pas pris en charge par la complémentaire santé solidaire et que la personne le veut quand même, là, par contre, ce sera à la personne de payer de sa poche, en fait. Mais nous, en fait, dans la complémentaire santé solidaire, il y a déjà ce qu'on appelle un panier de soins qui est inclus. Donc, c'est tout ce qui est les soins de base dentaires, optiques, médecins, même les kinés, tout ça, c'est remboursé à partir du moment où ça passe bien, ou si la personne a bien déclaré son médecin traitant et qu'il n'y a pas d'exigence particulière, les soins sont remboursés correctement. J'ai pas vu les autres questions, du coup. J'ai un souci avec mon affiliation à la CPAM, je mettrai une image plus explicative. Okay. Qui a déjà une carte européenne d'assurance maladie, peut-il éviter de faire la carte vitale? Comment est-il remboursé? Oui, alors une personne qui vient en France avec une carte européenne, en fait, c'est le pays qui a délivré la carte vitale qui se charge de la carte européenne, pardon, qui se charge des remboursements. C'est pas là, il n'y a pas d'inscription à faire auprès de l'assurance maladie dans ces cas-là.
puisqu'il est déjà pris en charge par l'assurance maladie de son pays. À mon arrivée en France, j'ai validé mon visa et au service d'immigration en ligne, il m'a été demandé de faire une visite médicale avant les 3 mois de résidence en France. Je me présente où et quand? Alors ça doit être la vignette OFI, je suppose. Pour l'endroit et la date, ça, je ne peux pas forcément vous dire. On va faire des recherches et puis éventuellement, si on peut vous donner la réponse ultérieurement, je crois que c'est vendredi après-midi. On vous apportera la réponse vendredi après-midi, du coup, par rapport à ça. Ouais. Ensuite, à mon arrivée en France, j'ai validé mon... Ah oui, non, ça d'accord, ça c'est la question qu'on vient de faire. Ok. Tu peux répondre à la personne qui veut nous joindre des pièces, mais il ne peut pas les joindre là, donc il faudrait qu'il nous les transmette par un autre biais. Je ne peux pas joindre de pièces jointes. Normalement, il peut le faire à partir du site étudiant. Normalement, oui, les pièces jointes, vous pouvez les ajouter directement si vous avez déjà créé votre compte. Je réponds à Jean-Marc Quam. Parce qu'il a des problèmes sur son affiliation, ce monsieur. C'est ce qu'il dit. D'accord. Alors, dans ces cas-là, ce que je ne l'ai pas vu, ça qu'il avait écrit. Ah oui, c'est la question de tout à l'heure. Il y a un souci avec mon affiliation à la CEPAM. Je mettrai une image plus explicative, mais il ne peut pas le mettre. Alors, à ce moment-là, si vous n'avez pas la possibilité, s'il y a un problème avec l'accès au site étudiant étranger, vous pouvez éventuellement vous déplacer, demander un rendez-vous et on pourra étudier votre demande à ce moment-là et régler le problème très certainement sur place de suite. Ça, c'est pas... Est-ce que peut-être qu'il peut envoyer un mail au contact que vous avez proposé tout à l'heure à fidas. Je ne suis pas sûre que si c'est pour un problème d'affiliation, vaut mieux passer directement par... D'accord. Ou alors vous nous la transmettrez après et nous on étudiera. Oui. Oui, sinon, oui, exceptionnellement, oui, il peut utiliser cette adresse-là. Il met bien toutes les informations qui le concernent, s'il a déjà eu un numéro provisoire ou quoi que ce soit, un numéro de téléphone et une adresse mail pour qu'on puisse le contacter, toutes les informations dont il dispose et on verra pour étudier sa demande à ce moment-là. Mais c'est vraiment exceptionnel. Hein, d'habitude, cette adresse mail-là, elle n'est pas faite pour ce type de demande. Mais bon, là, si c'est... Je remets le contenu du PowerPoint dans le chat. Donc, pour Jean-Marc Kwame, je vous invite à suivre cette procédure exceptionnellement, du coup. C'est tout. Alors, si vous avez des questions, il reste encore 1 minute. Sinon, de toute façon, je vous remercie d'avoir été présente à la Welcome Desk. À la Welcome Week, pardon. La Welcome Desk, c'était l'année dernière. Donc, voilà, merci beaucoup aux étudiants. Je vous invite à rester pour celles et ceux qui sont disponibles, qui n'ont pas cours. J'ai pas encore de numéro de sécurité sociale provisoire. J'ai fait une demande de carte vitale ici en région parisienne, j'ai pas encore de numéro provisoire. S'il n'y a pas encore de numéro provisoire, à ce moment-là, si la personne elle a bien toutes ses pièces, elle peut aller directement sur le site étudiant étranger et faire son inscription. Et puis nous, on étudiera. Après, de toute façon, nous, on fait des recherches. Donc, s'il y a un numéro qui a déjà été créé par la Caisse de Paris et que cette personne-là, elle n'a pas été informée, nous, on le retrouvera ce numéro-là et on se servira de celui-ci pour l'inscrire. Oui, vous pouvez toujours le faire, hein, Rita Tsana, il n'y a pas de problème. Hein, vous vous inscrivez, vous déposez vos pièces et puis nous, après, on étudiera votre demande. On fera des recherches, voir s'il n'y a pas déjà un dossier quelque part. Et puis, si c'est le cas, on le récupérera et on travaillera à partir du premier dossier qui a été créé. Jean-Marc Kwame, effectivement, j'ai mis en ligne tous les documents, mais je n'arrive pas à les soumettre pour que les agents de la CEPAM puissent les voir. À ce moment-là, oui, mettez-les en pièce jointe dans votre mail, dans le mail que vous faites, et puis on verra pour les enregistrer nous-mêmes. L'adresse de Tours, c'est le 36 rue Édouard Vaillant. Ce serait peut-être mieux de l'écrire, peut-être. 36 rue Édouard Vaillant, 37 000 Tours. C'est Pam d'Indre-et-Loire. À côté de la gare, pour celles et ceux qui sont autour, qui connaissent un petit peu. Voilà, donc on va passer à l'intervention d'après. Donc je remercie vraiment la CEPAM d'avoir participé. Et du coup, on se dit à vendredi.
Et je vous souhaite une excellente journée. Pour les étudiants, je vous propose de rester pour l'intervention d'après, qui est le service social de l'Université de Tours et qui va pouvoir vous parler un petit peu plus des accompagnements qu'on peut proposer. Merci beaucoup. Merci. Alors, on attend un petit peu que les présentatrices arrivent. Voilà, si vous avez encore des questions, je vais vous remettre mon mail dans le chat. Vous pouvez tout à fait m'envoyer un mail pour toutes les questions qui concernent votre arrivée à Tours en tant qu'étudiant international. Je prends toutes les questions.